Ici Sylvain des Hôtels, c'est parti pour 17 minutes de fad car le pôle est en ligne. Ouais, 17 minutes sur la formation à distance en enseignement supérieur, animé ce matin par l'équipe soutien, accompagnement et formation, cette fois sur le thème Un environnement inclusif à distance, apprendre ensemble autrement. Nous avons trois questions ce matin. On a déjà eu des épisodes à quatre, mais cette fois-ci, on prend un peu plus de temps par réponse. La première question sera donnée à Constance Denis, conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke. Salut Constance. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors la question, et c'est pas simple, comment favoriser la participation d'étudiants, d'étudiantes qui hésitent à prendre la parole, soit par timidité, par peur de l'erreur et bien d'autres raisons aussi. Donc, merci. Moi, je trouve que c'est une question super intéressante qui est peut-être pas facile, mais qui est vraiment pertinente, qui revient autant en ligne qu'en présentiel. Donc, la première des choses que je propose, c'est, je vais broder ça autour de 5 pistes, là, mais c'est de multiplier les portes d'entrée. L'idée, c'est de diversifier les modes de participation. La prise de parole, c'est pas la seule façon de participer, en ligne ou en présentiel, on s'entend. Donc, d'abord, en ligne, moi, une des choses que j'aime bien faire, c'est dès le début de la rencontre, je leur demande de choisir un GIF qui résume leur état d'esprit, comment ils se sentent, tout ça. Puis Mhm. ça me permet de m'assurer qu'ils ont accès à la conversation. Parce que parfois, quand ils sont à l'externe, ils ne l'ont pas. Puis ça me Ouais. permet de ne pas utiliser des outils externes, donc de vérifier s'ils vont pouvoir participer en ligne par la conversation, pardon. Puis, Mhm. parfois, j'utilise des outils comme WooClap, Mentimeter, d'autres outils de sondage pour que les réponses soient anonymes ou ça permet des gens un peu plus timides de participer puis d'avoir pas justement cette peur-là de l'erreur. Autrement, j'aime beaucoup alterner les formats de participation, comme je disais. Mon activité go-to, c'est l'activité Think, Pair, Share. Je l'utilise abondamment. Puis, il y a une fiche d'animation que je vous propose qui est une traduction. Là, on parle de 1, 2, 4 A, mais Mhm. il y a des variantes un peu partout. Cette fiche-là, c'est sur le site de Communagir. Donc, vous pouvez l'utiliser. C'est vraiment une structure de base pour moi. Puis, ça permet de tester les idées dans un cadre sécuritaire. Donc, les gens peuvent d'abord réfléchir individuellement à la réponse, en discuter avec une diade, une personne ou deux, petite équipe, puis ensuite de ça, un retour en plénière. Puis souvent, je les avertis à l'avance que je vais demander à une personne de partager, de revenir. Donc, le partage peut se faire aussi à l'écrit. Parfois, quand il manque de temps, je vais leur demander, notez-moi vos meilleures idées ou sur un tableau collaboratif. Mhm. Mon troisième conseil, ça peut parfois paraître bizarre, mais c'est un conseil de Réjeanne Gagnon qui est maintenant à la retraite, mais qui m'avait dit de tolérer les silences. Ah, C'est-à-dire, et c'est difficile, surtout en ligne, oui, en que effet. j'accorde un 30 secondes à une minute avant de solliciter des réponses. Donc, je compte dans ma tête, des fois je chante, des fois je récite l'alphabet, là, peu importe, là, c'est pas grave. Mais ça me permet d'éviter de tout précipiter, Mhm. de dire, bon, ben là, vous n'avez pas de réponse, puis je vais passer ou je vais commencer à répondre, ma question, la connais, mais eux, ils la connaissent pas d'avance. Donc, c'est un peu normal quand je pose une question que ces gens-là aient besoin de réfléchir, de sortir un peu de leur passivité. Donc, je travaille cette tolérance-là au silence. Puis parfois, ce que j'ai constaté, c'est que le malaise du silence, ça permet aussi à certaines personnes de se lancer même s'ils hésitent. Ah oui. Puis, quand ça arrive, ben, je normalise l'erreur. Donc, je leur dis, ah, c'est vrai, hein, ma question était peut-être pas si claire que ça. Ou, ah, moi aussi, j'ai hésité la première fois quand j'ai eu Mhm. cette question-là. Ou, je reviens sur mes erreurs. Puis, je tente de faire un climat où on accepte, on met le droit à l'erreur au centre de notre pédagogie au final. Ouais, ouais. Puis, une des choses que je fais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font, c'est de solliciter certaines personnes avec délicatesse. Donc, parfois, quand ils font une intervention, soit à l'écrit dans un forum, en petites équipes, donc je leur dis, tu sais, Laurent, ton idée était vraiment intéressante. Est-ce que tu accepterais d'y revenir en plénière? Puis, souvent, ça évite l'effet de surprise, mais aussi, Mhm. ça rend les gens, ça valorise dans leurs idées. Ils ont le temps de se préparer, ils peuvent intervenir à leur rythme, puis ils acceptent la plupart du temps avec plaisir.
Dernier petit truc, je lis le visage. On est en FAD, mais je demande aux gens d'ouvrir leur caméra. Tu sais ce que vous faites, le fait de hocher la tête, Ouais. les froncements de sourcils, les sourires. Donc, je leur dis Hey Sylvain, je te vois sourire. Est-ce que tu peux me partager ta réaction? Donc, ça ouvre la porte sans la forcer, on s'entend. Puis, bien entendu, ben, j'accepte que certaines personnes n'ont pas envie de participer à l'oral. Puis, j'insiste pas trop, mais souvent, ce que je fais, c'est dans le clavardage, je vais leur demander, est-ce que ça va? Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que ça répond à tes besoins? T'sais? Donc, quand je vois qu'une personne participe moins, puis j'essaie aussi de solliciter différentes personnes pour ne pas non plus donner la parole tout le temps à la même personne qui Mhm. parle trop. Donc, voilà un peu ce que j'avais Hey, comme... merci, c'est très riche. Puis c'est vrai qu'en visioconférence, on a tendance à augmenter nos expressions, puis à hocher de la tête plus souvent. Il faut être attentif à ce non-verbal-là, qui n'est pas exactement comme celui en personne. Il y a plein de recherches là-dessus. Mais je retiens et je mets la lumière sur ce que tu nous proposes comme fiche d'animation 1, 2, 4, All de Communagir, qui gagne à être connu. Merci beaucoup pour ce partage-là. Je me tourne maintenant vers Laurent Di Pasquale, conseiller en pédagogie et technopédagogie à l'Université du Québec à Rimouski. Salut! Salut Sylvain, bonjour à tous, toutes. Alors Laurent, est-ce que des outils existent pour rendre concrètement les contenus plus inclusifs? Par exemple, contraste visuel, c'est fort. C'est quoi les éléments concrets là, auxquels il faudrait porter attention quand on élabore une plateforme pour que celle-ci soit inclusive? Déjà, je pense qu'il faut se poser la question ici, en fait, dans notre environnement de travail numérique, est-ce qu'on a ici des fonctionnalités qui sont intégrées pour pouvoir les utiliser? Sinon, on va peut-être devoir ici se diriger à l'extérieur. Par exemple, Mhm. là, nous, on est ici sur Teams. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités? Oui, non, qui vont répondre aux besoins de l'étudiant. Sinon, on va à l'extérieur. Moi, ici, ce que je pense, ici, en fait, qui est également intéressant, c'est qu'une fois ici qu'on a bien évalué ici, en fait, quel est le besoin ici qui va devoir ici être comblé, on va pouvoir ici trouver la bonne fonctionnalité. Puis on est notre principal outil, avant même ici d'aller regarder ici les outils numériques. Il faut se positionner ici en fait avec des critères ici qui sont objectifs sur la qualité de nos supports que l'on partage. Sans ça, malheureusement, en fait, on va essayer d'envoyer quelque chose à l'étudiant qui va pas du tout être inclusif. Donc effectivement, regardez le type d'écriture, regardez le type de police, regardez ici comment structurer l'info. Mais pour ça, on peut le faire nous-mêmes avec notre regard de professionnel en pédagogie, avec une grille par exemple d'évaluation. Je trouvais une chouette ressource ici en fait sur le site du pôle ici que je vous conseille d'aller consulter justement à ce sujet-là. Et puis ensuite, en termes d'outils vraiment ici en fait précis, il y en a qui existent dans la plateforme sur Office 365. Moi, je vous en conseille ici vraiment un, c'est le lecteur immersif. Le lecteur immersif permet, si, comme tu l'as dit, de modifier le contraste, de modifier ici la grandeur de la police d'un document, de modifier également ici en fait les lignes qui vont être lues précisément. Donc, on a vraiment un outil ici pour se concentrer sur certaines parties et également ici pour pouvoir ici traduire le document. Alors, on peut aussi retrouver ici d'autres fonctionnalités qui pourraient être utilisées vraiment de manière ponctuelle. Dans Stream, on a ici de la traduction avec ici par exemple des sous-titres qui arrivent automatiquement à côté d'une vidéo. Même dans une vision, on pourrait activer ici en fait cette fonctionnalité ici de sous-titrage qui sont ici quand même pas mal. Et si jamais, si malheureusement tout ça n'est pas suffisant dans notre plateforme, on peut se diriger à l'extérieur. Je vais citer par exemple un outil qui s'appelle DigiPlay. Mais DigiPlay sur le site de la Digitale permet de lire une vidéo mais sans distraction. On sait bien ici que des personnes ici qui ont peut-être parfois un déficit d'attention vont avoir besoin ici d'être super focus sur le contenu qu'on Mhm. va leur donner. Ça permet de choisir la partie de la vidéo sans publicité. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et en plus, le site est open source et libre avec des outils qui ne prennent pas les données. Donc, on a vraiment le côté éthique qui vient se rajouter à ça. Et puis alors après, si tout ça malheureusement n'est pas suffisant, on peut aussi concevoir nos propres outils maintenant à l'aide de l'IA pour pouvoir se positionner, mais pour pouvoir aussi différencier du contenu. Je vous partage, en tout cas on vous partage ici la super équipe ici du pôle dans le clavardage, un outil que j'ai pu faire ici à l'aide d'un robot conversationnel qui se base sur les 12 principes de meilleur pour pouvoir évaluer ici de la qualité de notre support multimédia. Alors pour pouvoir ici vous résumer, les 12 principes de meilleur, ça nous permet ici vraiment d'avoir ici une vue sur la qualité du support au regard ici de
principes, par exemple, de cohérence, de principes de signalisation, de redondance. On a vraiment 12 principes qui nous permettent de dire, tiens, est-ce que si là, je ne suis pas en train de surcharger cognitivement un apprenant avec mon contenu? Et puis enfin, si tout ça ne suffit pas encore, vous avez envie d'être maître de votre création, moi je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil du côté de Google AI Studio qui vous permet de concevoir vos propres applications pédagogiques. Et là, je fais un petit teasing, mais on en parlera justement ici lors de la semaine de la FAD pendant mon atelier. Donc je vous donne tous rendez-vous ici à ce sujet-là. C'est une invitation. Si vous nous écoutez en différé, l'atelier de la semaine de la FAD sera aussi disponible sur notre chaîne en rediffusion. Merci beaucoup, Laurent. Je mets la lumière sur ce lecteur immersif dans Team, conçu, nous dit Microsoft, pour simplifier le contenu web et s'adapter à votre style de lecture unique. Rien de moins. Merci. Dernière question pour aujourd'hui. Elle sera prise en charge par Marie-Josée Tondreau, technopédagogue au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Allô? Bonjour tout le monde. Marie-Josée, est-ce que l'enseignement à distance accentue ou réduit les inégalités? Ça aussi, c'est une excellente question. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle va diminuer les inégalités, finalement. Pourquoi? Parce que quand on enseigne en présence, on a tendance à reproduire ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu. Donc, c'est quoi? C'est être devant la classe, de parler avec ses étudiants, écrire au tableau, transmettre des feuilles, finalement, de faire des photocopies, transmettre des feuilles auprès de nos étudiants. Donc, on se limite beaucoup, beaucoup, beaucoup au matériel qu'on va donner, puis à la façon qu'on va donner ce matériel-là, puis à la façon dont on va travailler avec ce matériel-là avec nos étudiants. Puis encore là, c'est pas mal ce que nous, on prévoit et non ce qu'on prévoit faire aux étudiants aussi. En formation à distance, on prend peut-être un peu plus de temps pour réfléchir à comment on va faire les choses parce qu'on réalise rapidement que cette façon, ces méthodes, ces stratégies-là qu'on utilise en classe régulière ne fonctionnent pas très bien en formation à distance. Donc, en prenant beaucoup plus de temps pour réfléchir à nos stratégies, à nos méthodes, bien, par défaut, on réfléchit davantage à comment on va transmettre les choses, quel matériel on va produire, comment on va transmettre ce matériel-là, comment nos étudiants vont interagir avec ce matériel-là, en sachant que si je donne un cours de 3 heures, mais je n'ai pas envie que mes étudiants soient passifs pendant 3 heures, qui devrait être une question qu'on devrait pour la formation régulière aussi, mais c'est là qu'on se la pose finalement. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que les inégalités sont moins importantes en formation à distance. Puis, il faut penser aussi que quand on parle de CUA, généralement, on pense à nos étudiants qui sont diagnostiqués. Et puis, ce n'est pas tous nos étudiants sont diagnostiqués parce qu'au primaire et au secondaire, ils sont entrepris par le système, puis arrivent au cégep et à l'université, puis le diagnostic médical n'a pas été nécessairement accompli. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont des difficultés, qui n'ont pas de diagnostic non plus. Ouais. Donc, la formation à distance nous permet également de pouvoir aller chercher ces étudiants-là qui n'ont pas nécessairement de diagnostic. Donc, j'ai l'impression qu'on devient beaucoup plus équitable envers tout le monde que d'envers seulement ceux qui ont des diagnostics médicaux aussi. Il y a un super document qui a été présenté puis qui a été fait par Caroline Brassard et Patrick Plante de la TELUC qui présente vraiment très bien la réflexion que la CUA peut avoir sur nous, dont là, je vais aller directement dans le document pour vous le présenter. Donc, vous avez à la page 9, vous prenez page 9. Donc, à la page 9, vous avez un super tableau qui dit « La CUA, ça sert à quoi? Ça sert à offrir plusieurs moyens d'engager les étudiants. Ça sert à présenter différentes façons de voir les choses ou de présenter les choses, que ce soit pour l'enseignant ou que ce soit pour l'étudiant aussi qui veut nous présenter des choses. Et c'est une façon différente de voir l'action et l'expression. Moi, juste ce tableau synthèse-là me parle énormément, puis fait en sorte que ce n'est pas seulement des étudiants en difficulté qui ont le droit à ça, mais tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'en voyant le CUA de cette façon-là, j'ai comme l'impression, moi, que ça nous fait
énormément réfléchir, que ça nous permet justement de pouvoir s'investir et d'investir nos étudiants dans la production qui n'est pas seulement qu'une production orale ou une production écrite. On peut exploser ça aussi pour qu'ils puissent nous démontrer leur apprentissage, leur compréhension, leurs compétences autrement, mais de la même façon, puis de nous permettre justement une meilleure réussite scolaire pour nos étudiants, tout simplement. Là. Donc, là, on parle de formation à distance qui nous permet de pouvoir réfléchir ça davantage, mais si nos réflexions sont faites et qu'on amène ça dans nos formations régulières, ben, on vient automatiquement d'aider la réussite de nos étudiants fois plus. Donc, on vient automatiquement d'aider davantage nos étudiants sans avoir de projet pédagogique derrière qui va mettre quelque chose de supplémentaire dans tout ça. Donc, moi, je crois sincèrement que la CUA peut aider à l'apprentissage de nos étudiants, peut les aider aussi à les rendre beaucoup plus autonomes parce qu'en faisant des activités comme ça, ils vont apprendre comment eux apprennent, puis ils vont se trouver des stratégies différentes aussi pour pouvoir se doter de méthodes d'apprentissage. Donc, on ne fait qu'aider les étudiants en utilisant la CUA. Wow, belle réflexion. Je rappelle que ça s'appelle Conception universelle de l'apprentissage à distance, constats, défis et pratiques de Caroline Brassard et Patrick Plante de la TELUC. Vous trouverez le lien dans nos ressources. Merci beaucoup, Marie-Josée. Prochain rendez-vous, le pôle sera en ligne le 25 février 2026. On se demandera comment considérer l'usage de l'intelligence artificielle générative en formation à distance. Le réseau est en action, en réflexion. On voit plein d'initiatives plus ou moins avancées dans différents établissements. Alors, entre la position technophile enthousiaste à l'idée d'améliorer le travail d'enseigner, d'apprendre avec l'IA, et son contraire, une position technophobe qui génère peut-être de la révolte, de la paranoïa, parfois. Est-ce qu'il y a de la place pour prendre le temps long de réfléchir aux enjeux et faire preuve de technosobriété? L'alignement pédagogique, c'est assurément la réponse à donner à l'intrusion de l'IA dans nos cours, mais comment ça va s'articuler précisément en formation à distance? On en discute à l'aide de vos réflexions, questions avec nos invités lors de ce prochain rendez-vous le 25 février. À bientôt tout le monde. Merci.